cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela représente énormément pour nous. Installez-vous, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Shinaza aimait la sensation du sol en marbre sous ses pieds nus, un rappel subtil qu'elle marchait sur la fortune. À 16 ans, elle n'avait pas connu les épreuves. Ses journées commençaient par un somptueux petit déjeuner préparé par leur chef personnel. Igname fumant, œufs épicés et ragoût de tomates servis avec du jus d'orange fraîchement pressé. De l'autre côté de la table de la salle à manger, le chef Ibuka, son père, lisait les gros titres du journal du jour, s'arrêtant parfois pour lui donner quelques conseils de son ton doux. À côté de lui, était assise Madame Adiz, la mère de Shinaza, vêtue d'une élégante robe de soie brodée de motifs dorés. Ensemble, ils dégageaient une chaleur qui faisait l'envie de nombreuses familles de leur communauté. Les matins où elle n'avait pas cours, Shinaza se prélassait dans le salon baigné de soleil, feuilletant les albums photos de ses parents. Elle aimait examiner les photos des événements philanthropiques de son père et des galas culturels de sa mère, tous témoins de l'héritage impressionnant que ses parents avaient bâti. Le manoir lui-même était un témoignage de cet héritage. De hauts plafonds ornés de lustres, des rampes d'escaliers en bois poli importés de lieux exotiques, et un jardin entretenu regorgeant de fleurs de toutes les couleurs. Il y avait même un personnel dévoué, parmi eux Maman Ngozi, la gouvernante toujours souriante qui était plus une figure de grand-mère pour Shinaza qu'une simple employée. Un jour, ma chère, tu prendras ses responsabilités, disait souvent le chef Ibuka, lui faisant un clin d'œil dans le reflet des vitres. Shinaza ressentait une vague de fierté chaque fois qu'il mentionnait un avenir où elle dirigerait l'empire commercial de la famille. Dans sa naïveté, elle croyait que leur vie de confort durerait éternellement. C'était une bulle dorée qui la protégeait des réalités plus sombres du monde. Elle traversait chaque journée avec un optimisme intact, saluant le personnel de maison par son nom et les remerciant pour chaque petit service, une habitude qui ne faisait que la rendre plus aimée dans leur maison. Pourtant, il y avait des moments fugaces où Shinaza sentait un courant de tension. Parfois, elle surprenait sa mère regardant mélancoliquement par la fenêtre, comme si quelque chose au-delà des murs somptueux du domaine la préoccupait. La femme plus âgée souriait de manière rassurante chaque fois que Shinaza s'approchait. « Je pense juste à ton avenir, mon enfant, » disait-elle doucement, tendant la main pour lisser les cheveux tressés de Shinaza. « Nous devons toujours être préparés au changement de la vie. » Shinaza n'insista jamais. Elle supposait que c'étaient les soucis oisifs d'une parente qui ne voulait que le meilleur pour son enfant. Pendant ces années de bonheur, la fortune lui sourit. Elle ne se doutait pas que le changement viendrait sous la forme du frère cadet de son père, dont il s'était éloigné. Elle avait entendu son nom, Emeka, mais ne l'avait jamais rencontré. Si seulement elle avait su à quelle vitesse et de manière spectaculaire le confortable tissu de la vie se défrait au moment où ils mettraient les pieds dans leur maison. Les portes du manoir grincèrent en s'ouvrant par un après-midi humide. Un SUV noir y pénétra, et en sortit l'oncle Emeka, vêtu d'un costume impeccable et d'une expression réservée. Derrière lui se trouvait sa femme, tante Jadika, qui se déplaçait avec un air d'élégance hautaine qui mettait le personnel mal à l'aise. Shinaza regardait depuis la fenêtre du salon, remarquant comment Emeka inspectait la propriété avec des yeux calculateurs. L'air se sentit soudainement chargé, comme si une tempête venait d'entrer dans leur demeure paisible. Au dîner ce soir-là, la tension était palpable. Le chef Ibuka essayait de maintenir une atmosphère conviviale, remplissant l'assiette d'Emeka de délices et l'encourageant à parler de sa vie. Emeka offrait des réponses laconiques, ne manquant jamais de rappeler à tout le monde qu'il avait autrefois ses propres entreprises prospères, bien que peu de détails fussent fournis. De temps en temps, il arborait un sourire étudié qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Tante Jadika, quant à elle, semblait plus intéressée par l'environnement opulent que par la conversation. Elle ne cessait de jeter des regards envieux sur la vaisselle en cristal, les rideaux dorés et les rares tableaux accrochés au mur. Le personnel était en état d'alerte. Maman Ngozi observait discrètement le couple, secouant la tête quand il ne regardait pas. À voix basse, elle se confia à Shinaza. Les yeux de ton oncle parcourent cette maison comme un lion observant sa proie. Retiens bien mes paroles, mon cher enfant, sois vigilante. Shinaza ne savait pas trop quoi en penser. Ses parents lui avaient toujours appris à respecter la famille et à la traiter avec gentillesse. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement d'Emeka. Elle se souvenait comment il avait à peine croisé son regard lors de leur présentation. C'était comme s'il jouait un rôle, calculant chaque mouvement, chaque mot. Un soir,
après que la famille se soit réunie pour regarder une chaîne de nouvelles locales rapportant divers événements communautaires, Emeka approcha Shinaza avec une question étrange. « Tu aimes cette maison, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix douce mais inquisitrice. Shinaza hocha la tête, sa sincérité juvénile brillant dans ses yeux. « Bien sûr, mon oncle. C'est ma maison. » Il eut un sourire presque imperceptible et lui tapota la tête avec une rudesse qui la déstabilisa. « Nous verrons bien, marmonna-t-il à voix basse, à peine audible. Lorsque Shinaza en parla plus tard à sa mère, Addis se contenta de sourire de manière rassurante, lui disant qu'Emeka traversait probablement une période financière difficile et se sentait un peu envieux. « Nous devons être compatissants, dit sa mère, mais ne baisse jamais complètement ta garde. » Dans les jours qui suivirent, Emeka et Jadika se mirent de plus en plus à l'aise. Ils installèrent leurs affaires dans l'une des suites d'invités, car Emeka insistait sur le fait qu'il avait besoin d'un environnement luxueux pour réfléchir clairement à ses prochaines étapes commerciales. Lors des réunions de famille, il tenait à souligner ses sacrifices et comment il avait autrefois sauvé le chef Ibukadin. Ces allusions troublaient Shinaza, mais ses parents semblaient réticents à le confronter. Ainsi, le serpent dans le jardin se faufila sans être défié, s'enroulant fermement dans la forteresse du manoir. Malgré la nouvelle présence d'Emeka et Jadika, la nature chaleureuse de Shinaza resta intacte. Elle vaquait à ses occupations, saluant chaque membre du personnel avec un sourire joyeux et un doux signe de tête. Ses amis d'école la qualifiaient souvent de « cœur de la maison ». Un surnom approprié compte tenu de sa bonne humeur et de sa capacité à faire en sorte que chacun se sente valorisé. Que ce soit le jardinier, le cuisinier ou le personnel de sécurité aux portes, Shinaza montrait à chacun de l'appréciation comme s'il faisait partie intégrante de sa famille élargie. Lorsque son ami d'enfance de longue date, Yuzo, vint lui rendre visite, Shinaza lui fit visiter les parties récemment rénovées du manoir. Elle montra fièrement les peintures murales d'inspiration africaine sur les murs et les meubles moelleux choisis par sa mère. Yuzo, un garçon réfléchi passionné d'architecture, admira l'élégance structurelle de l'endroit. « Ton père a vraiment l'œil pour les détails », nota-t-il en passant ses doigts sur un panneau de bois magnifiquement sculpté. Shinaza rayonna, ressentant une vague de fierté pour le goût avisé de son père et le sens exquis du style de sa mère. Cet après-midi-là, les deux amis se prélassèrent près de la fontaine centrale du jardin, se remémorant les fois où ils jouaient à cache-cache parmi les buissons d'hibiscus. Ils discutèrent de leurs projets futurs. Yuzo voulait fréquenter une grande université d'ingénierie à l'étranger, tandis que Shinaza rêvait de suivre les traces de ses parents, en développant les activités philanthropiques de la famille. Au milieu de leur rire, Emeka passa. Il s'arrêta juste assez longtemps pour les observer avant de continuer son chemin, un air renfrogné et pensif gravé sur son visage. Plus tard dans la soirée, Shinaza passa du temps avec maman Ngozi, sirotant une tasse de thé à l'hibiscus dans les quartiers tranquilles du personnel. Les quartiers de maman Ngozi étaient simples mais confortables, remplis d'une odeur de plats faits maison et de baume aux herbes. Cette maison est différente maintenant. Observa la femme plus âgée, le front plissé par l'inquiétude. As-tu remarqué qu'Emeka parle rarement gentiment à quelqu'un, à moins que ton père ou ta mère ne soient là? Shinaza hocha la tête, prenant la mesure du sérieux de son ton. C'est ton oncle, mais tous ceux qui partagent le même sang n'ont pas un bon cœur, avertit maman Ngozi. Shinaza soupira, une lourdeur passagère s'installant dans sa poitrine. Elle ne voulait pas croire qu'un membre de sa propre famille puisse nourrir de mauvaises intentions. La nuit, Shinaza se retira dans sa chambre spacieuse, un espace serein aux murs pastel doux et aux grandes fenêtres donnant sur le jardin. D'habitude, c'était son sanctuaire, un lieu où elle pouvait rêver librement et anticiper un avenir débordant de possibilités. Dernièrement, cependant, ses rêves étaient teintés d'inquiétude. Elle se tournait et se retournait, aux prises avec des angoisses à demi formées sur les motivations de son oncle. Pourtant, chaque matin, elle se réveillait avec une détermination renouvelée, se disant que toutes les familles avaient leurs défis, et que l'amour finissait toujours par l'emporter. Elle ne se doutait guère de la rapidité avec laquelle sa foi en cet amour serait brutalement mise à l'épreuve. Un après-midi tardif, alors que Shinaza rentrait de l'école, elle entendit des voix étouffées venant de derrière le grand escalier. La curiosité piquée au vif, elle s'approcha, faisant attention à ne pas laisser ses pas révéler sa présence. Les voix appartenaient à l'oncle Emeka et à tante Jadika, leur ton bas mais urgent. Dans la pénombre filtrant du couloir, Shinaza distingua des phrases comme « prendre ce qui nous revient de droit » et « il ne le verra pas venir ». Un frisson parcourut son échine.
Elle ne les avait jamais entendus conspirer aussi ouvertement, et la menace dans leurs paroles semblait indubitable. Déterminée à ne pas sauter aux conclusions, elle décida de rapporter ce qu'elle avait entendu à ses parents pendant le dîner. Alors qu'ils savouraient un plat de riz jollof, de plantains frits et de poissons grillés, Shinaza choisit soigneusement ces mots. « Papa, j'ai surpris une conversation entre oncle Emeka et tante Jadika. Un plan qu'ils ont. On aurait dit qu'ils préparaient quelque chose. » Les yeux du chef Ibuka brillèrent d'une légère surprise avant de prendre un air rassurant. Lui et Madame Adiz échangèrent un regard. « Ton oncle a eu des moments difficiles avec son entreprise, » expliqua son père. « Parfois, les gens parlent d'une manière qui semble suspecte quand ils sont sous pression. » Sa mère sourit avec sympathie, ajoutant « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Nous garderons un œil sur les choses. » Toujours pas entièrement convaincue, Shinaza passa les jours suivants à observer Emeka et Jadika de plus près. Elle remarqua comment, en l'absence de ses parents, tante Jadika ouvrait les armoires et les tiroirs sans y être invitée, comme si elle cherchait quelque chose de précieux. Emeka, de son côté, était souvent au téléphone, arpentant le périmètre du manoir avec une expression tendue. Chaque fois qu'elle essayait de l'approcher pour une conversation amicale, il mettait rapidement fin à son appel et offrait une réponse dédaigneuse. L'atmosphère semblait plus tendue que jamais. Un soir tard, un orage faisait rage à l'extérieur, projetant des ombres sinistres sur les murs du manoir. Shinaza était dans la cuisine en train de préparer du thé quand Emeka entra, trempé par l'averse. Il s'arrêta sous la lumière du plafonnier, une lueur étrange dans les yeux. « Où est Ibuka » demanda-t-il, sa voix plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Il est dans son bureau avec des visiteurs » répondit doucement Shinaza, son pouce accélérant. Emeka la fixa un instant, puis se retourna et partit d'un pas sec sans un mot de plus. Un éclair illumina le couloir derrière lui, et dans cet éclat, Shinaza vit que son visage était tordu par une colère qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre. Elle resta figée sur place, se demandant quelle tempête se préparait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de leur grande maison. La vie a repris son cours normal pendant un court moment, berçant Shinaza dans un fragile sentiment de sécurité. Puis, sans crier gare, la tragédie a frappé. Un matin de week-end, un appel urgent a tiré Shinaza de sa chambre. Elle s'est précipitée en bas pour trouver Emeka arpentant le sol avec anxiété, son téléphone serré fermement dans sa main. Il y a eu un accident, a-t-il lâché, sans la regarder. Hébétée, Shinaza le suivit jusqu'à la voiture, son cœur battant comme un marteau sur du métal. Ils arrivèrent à l'hôpital pour apprendre une nouvelle dévastatrice. Le chef Ibuka et Madame Adiz avaient été impliqués dans un grave accident sur une route isolée. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais les blessures de ses parents étaient trop graves. Shinaza se tenait, engourdie, dans le couloir de l'hôpital, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'un chirurgien, les yeux baissés, lui assonnait le coup de grâce. « Je suis désolé. Ils n'ont pas survécu. » Les mots résonnèrent dans son esprit, se répercutant dans chaque nerf. C'était comme si le sol s'était effondré sous ses pieds, la plongeant dans un abîme de désespoir. Dans les heures qui suivirent, tout s'est passé si vite que c'est devenu un flou. Emeka a pris en charge les formalités, signant des papiers et passant des appels téléphoniques. Shinaza, à peine capable de réfléchir, se retrouva assise sur une chaise en plastique dans la salle d'attente, rejouant dans sa tête la dernière journée de ses parents. Il se rendait au mariage d'un ami, excité par les festivités. Son père avait plaisanté en disant qu'ils devraient danser avec tant d'exubérance que le couple n'oublierait jamais leur présence. Et maintenant, en un clin d'œil, ils étaient partis pour toujours. Cette nuit-là, Emeka retourna au manoir et rassembla la famille dans le salon. Un avocat se tenait à ses côtés, l'air grave. D'après ses documents, Emeka est le tuteur légal et l'exécuteur testamentaire, annonça l'avocat, sa voix sourde mais résolue. L'esprit de Shinaza peinait à comprendre. Elle n'avait aucune idée que ses parents avaient laissé des instructions transférant si rapidement le contrôle à Emeka. Un sentiment de malaise grandissant la rongeait, mais dans son chagrin, elle était trop accablée pour remettre quoi que ce soit en question. Elle ne pouvait que rester là, les larmes brouillant sa vision, tandis qu'Emeka arborait un visage sombre qui ne parvenait pas à masquer un courant sous-jacent de triomphe. 2 jours après les funérailles, une cérémonie solennelle à laquelle assistaient d'innombrables sympathisants et dignitaires, le manoir qui accueillait autrefois Shinaza avec des étreintes chaleureuses et des lumières réconfortantes se transforma en un lieu de mauvais augure. Elle était dans sa chambre quand Emeka fit irruption, sa voix froide et sèche.
fais tes valises. Tu pars. Au début, Shinaza crut avoir mal entendu. Comment son propre oncle pouvait-il la chasser de chez elle? Surtout quelques jours seulement après avoir perdu ses deux parents. Je ne comprends pas, balbutia Shinaza, serrant une photo encadrée de sa mère. Les yeux d'Emeka se plissèrent. C'est ma maison maintenant, déclara-t-il, se déplaçant dans le couloir pour éviter son regard larmoyant. Tes parents m'ont laissé le contrôle, et c'est moi qui décide qui reste. Tu as 16 ans, assez grande pour te débrouiller seule. Je n'ai aucune obligation de te garder ici. L'air de la pièce sembla avoir été aspiré, laissant Shinaza étourdie par le choc. Elle le supplia, les larmes coulant sur son visage, mais il resta impassible. Tante Jadika apparut, ajoutant une remarque méprisante, « Tu crois qu'on a besoin d'une autre bouche à nourrir? Tu n'es pas notre responsabilité. » Les mots la piquèrent comme un coup physique. Avec des mains tremblantes, Shinaza rassembla un petit sac de ses biens les plus précieux. Des photos, quelques vêtements et un journal que sa mère lui avait donné. Elle jeta un dernier regard à sa chambre, autrefois un havre d'amour et de sécurité, et maintenant juste une coquille de chagrin. Emeka se tenait près de la porte, les bras croisés. Maman Ngozi, les larmes aux yeux, offrit à Shinaza un petit sac repas rempli de pain et d'eau pour la route. Elle enlaça Shinaza dans un dernier acte de réconfort. « Sois forte, mon enfant » murmura-t-elle, pressant quelque chose de papier dans la main de Shinaza. Dehors, les portes se refermèrent derrière Shinaza avec un bruit métallique. Le son résonna dans son âme, signifiant la fin d'une vie qu'elle avait crue inébranlable. Sans nulle part où aller et sans plan, elle s'enfonça dans la soirée, la peur et le chagrin se livrant bataille dans sa poitrine. La nuit est tombée rapidement, apportant avec elle la dure réalité de la vie de sans-abri. Shinaza errait dans les rues de la ville animée dans son uniforme scolaire, qu'elle n'avait pas eu la prévoyance de changer. Ses jambes lui faisaient mal et sa gorge était sèche. Finalement, elle se retrouva dans un atelier de mécanique délabré à la périphérie de la ville. Des pièces de voitures rouillées, des pneus et des tôles jonchaient le sol. Une vieille fourgonnette cabossée se trouvait dans un coin, comme une relique oubliée. En tremblant, elle s'approcha de la fourgonnette. Ses vitres étaient brisées et l'intérieur empestait la moisissure et la négligence. Pourtant, elle offrait une sorte d'abri contre l'air froid de la nuit. Shinaza grimpa sur la banquette arrière, qui était recouverte d'un matelas en lambeaux. Ramenant ses genoux contre sa poitrine, elle écouta le silence sinistre de l'atelier désert. À cet instant, elle se sentit plus éloignée de sa vie d'avant qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Alors que les larmes coulaient sur ses joues, elle se souvint du petit sac repas de maman Ngozi. Elle mangea la moitié du pain, gardant le reste pour le petit déjeuner, et but quelques gorgées d'eau. Dans la faible lueur de la lune, elle déplia ses doigts pour révéler ce que maman Ngozi lui avait glissé dans la main. C'était un petit morceau de papier plié, une adresse griffonnée dessus, accompagnée d'une brève note, « Garde ceci en sécurité. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi-même. » Perplexe et troublée, Shinaza le glissa dans sa poche pour le garder précieusement. Le sommeil ne vint pas facilement cette première nuit. Chaque grincement et bruissement à l'extérieur de la fourgonnette la réveillait en sursaut, faisant monter sa peur que des voleurs, ou pire, la découvrent. Elle rejoua les derniers jours dans son esprit, de l'accident de ses parents à l'expulsion froide d'Emeka. Dans l'obscurité suffocante, elle sentait son monde s'effondrer à nouveau à chaque respiration. Si elle survivait jusqu'au matin, ce serait uniquement par pure volonté. Au lever du jour, Shinaza se réveilla endolorie et raide, un contraste saisissant avec le lit moelleux et les draps de soie dont elle jouissait autrefois. Elle sortit de la camionnette et trouva un robinet à proximité où elle put se laver le visage. Son reflet dans un rétroviseur cassé la choqua, les yeux gonflés par les pleurs, les cheveux en désordre, l'uniforme taché de poussière. Pourtant, elle se força à être reconnaissante pour une autre journée. Elle pensa à retourner au manoir, mais le souvenir des derniers mots d'Emeka l'en dissuada. Elle passa cette première matinée à parcourir la rue, cherchant de petits boulots. Sa fierté était blessée chaque fois qu'elle demandait si quelqu'un avait besoin d'aide pour nettoyer, laver des vêtements ou faire des courses. Finalement, une femme plus âgée qui vendait du maïs grillé sur le bord de la route lui offrit une chance de gagner de l'argent en vendant des sachets d'eau. « Je te donnerai une douzaine de paquets à vendre, » dit-elle, sa voix gentille mais ferme. « Si tu t'en sors bien, j'en ajouterai d'autres demain. » Shinaza accepta le travail avec gratitude. Avec un plateau en équilibre sur la tête,
elle arpentait les routes très fréquentées, interpellant les passants. La chaleur était implacable, et le poids des sachets d'eau lui faisait mal au cou. Le soir, elle retourna auprès de la femme âgée, ayant vendu tous les sachets. La maigre commission qu'elle gagna suffisait à acheter une petite assiette de riz et de haricots, plus une bouteille d'eau. C'était humiliant d'échanger de l'argent pour lequel elle avait travaillé si dur, mais cela lui donnait aussi un sentiment fugace d'accomplissement. Épuisée, elle retourna à la camionnette délabrée cette nuit-là, utilisant la petite couverture qu'elle avait trouvée pour se tenir au chaud. Le cycle se poursuivit les jours suivants. Vendre de l'eau, laver des vêtements pour des voisins au hasard, et même nettoyer des gouttières pour quelques pièces. Chaque travail mettait sa résilience à l'épreuve, mais aiguisait aussi ses instincts de survie. Le faste de sa vie passée semblait plus lointain à chaque lever de soleil. Malgré le désespoir qui rongeait son esprit, elle s'accrochait à une petite lueur d'espoir qu'un jour elle pourrait trouver un moyen de reprendre sa place légitime. La vie s'était installée dans une routine éreintante quand, un après-midi, maman Ngozi apparut à l'atelier de mécanique. Shinaza fut stupéfaite. Après avoir balayé la zone du regard pour s'assurer qu'elles étaient seules, la femme plus âgée lui tendit une enveloppe jaune délavée. « Ton père a écrit un testament », murmura maman Ngozi, sa voix tremblante d'urgence. « Ceci est une copie. Il t'a nommée unique héritière, mais il manque sa signature finale. » Shinaza la fixa, l'incrédulité parcourant ses veines. « Comment est-ce possible ? Je pensais qu'Emeka avait tous les documents. » Maman Ngozi secoua la tête. « Il a fait signer à ton père des papiers différents, mon enfant. Tes parents étaient trop confiants. Cette version, ils n'ont jamais eu le temps de la finaliser. Mais elle montre les véritables intentions de ton père. Tu devais hériter de tout à 18 ans. » Une vague d'émotion submergea Shinaza. La rage contre la tromperie de son oncle, le chagrin pour les souhaits non réalisés de ses parents, et un fragile sentiment de justification. Les mots sur le document étaient tachés par endroits, mais le sens était clair. Le chef Ibuka avait l'intention que sa fille reprenne tous les actifs, assurant ainsi son avenir. Pourquoi mon père n'aurait-il pas signé cela officiellement, se demanda Shinaza à voix haute. Maman Ngozi soupira. Il attendait probablement le bon moment, ou peut-être voulait-il mettre quelque chose à jour. Nous ne le saurons jamais. Tout ce que nous savons, c'est qu'Emeka a profité de cette lacune. D'un regard sévère, maman Ngozi posa une main sur l'épaule de Shinaza. Garde ceci en sécurité. C'est ta vérité. Un jour, tu trouveras peut-être un moyen de l'utiliser, mais pour l'instant, ta sécurité est primordiale. Emeka ne doit pas savoir que je te l'ai donné. Des larmes brillèrent dans les yeux de Shinaza. Dans ce morceau de papier jauni, elle vit une lueur de justice. Une affirmation que ses parents ne l'avaient pas abandonnée. Bien qu'incomplet, c'était un document qui pourrait un jour contester la revendication illégale de son oncle. Remerciant abondamment maman Ngozi, Shinaza le glissa dans un dossier qu'elle gardait dans son lit de fortune, se promettant de le garder comme sa vie. L'espoir arrive souvent sous des formes inattendues, et pour Shinaza, il est venu sous la forme d'une petite boîte en bois. En fouillant dans ses maigres affaires un soir, elle a redécouvert une boîte qu'elle avait récupérée à la hâte du manoir. À l'intérieur se trouvaient les créations de bijoux faites à la main de sa mère, des croquis complexes de perles, de boucles d'oreilles et de colliers auxquels Addis s'était adonné comme exutoire créatif. Chaque dessin portait la touche élégante de sa mère, mêlant des motifs culturels à des touches modernes. Shinaza se souvenait comment sa mère s'asseyait sur le balcon, enfilant des perles tout en fredonnant des chansons folkloriques traditionnelles. Ces moments étaient une source de calme pour toutes les deux. Maintenant, alors que Shinaza parcourait les dessins, une idée a commencé à prendre forme dans son esprit. Peut-être pourrait-elle essayer de recréer ces pièces et de les vendre. Elle n'avait guère plus que les croquis de sa mère et un vague souvenir des techniques, mais le désespoir avait le don d'alimenter la créativité. Prenant les quelques pièces qu'elle avait gagnées ce jour-là, Shinaza acheta des perles bon marché, des fils et des outils de base dans un étal de marché local. Cette nuit-là, sous la faible lumière d'une petite lampe de poche, elle tenta de reproduire l'un des modèles les plus simples de sa mère. Ses doigts tâtonnèrent d'abord, luttant avec les nœuds et les motifs. Mais au fil des heures, elle trouva un rythme. Le mouvement répétitif l'apaisa, et à l'aube, elle avait terminé un bracelet de perles, une création modeste mais sincère. Quand elle regarda le produit fini à la faible lumière du soleil, les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas parfait,
mais il portait l'essence de l'esprit artistique de sa mère. Elle jura d'essayer de le vendre le lendemain parmi les vendeurs de rue. S'il se vendait, elle en ferait d'autres. S'il ne se vendait pas, elle trouverait un moyen de s'améliorer. Quoi qu'il en soit, c'était une étincelle, une petite braise de possibilité dans la poussière de sa situation actuelle. Vêtue d'une tenue propre mais usée qu'elle avait lavée la veille au soir, Shinaza installa une présentation de fortune de son unique bracelet sur un petit morceau de tissu au bord de la route. Autour d'elle, d'autres vendeurs à la sauvette vendaient de tout, des légumes aux chargeurs de téléphone, leur voix se fondant dans une cacophonie commerciale. La timidité rongeait Shinaza, mais elle se força à parler. « Magnifique bracelet fait main à vendre », cria-t-elle. La plupart des gens passaient sans un second regard, absorbés par leur routine quotidienne. Juste au moment où son moral commençait à faiblir, une femme curieuse s'arrêta et prit le bracelet. Elle le retourna, admirant la propreté du travail de perles. « Combien ?» demanda la femme, et le cœur de Shinaza se mit à battre la chamade. Elle hésita, ne sachant pas quel prix citer. 500 nera, hasarda-t-elle, espérant que ce n'était pas trop élevé. Sans marchander, la femme lui tendit un billet froissé et glissa le bracelet à son poignet. « Il est joli », dit-elle en souriant doucement avant de continuer son chemin. Shinaza fixa l'argent dans sa main, un mélange de soulagement et de joie l'envahissant. Elle ressentit une envie immédiate de créer plus de pièces. Ce soir-là, armée de nouvelles perles et d'une confiance renouvelée, elle confectionna 2 autres bracelets et un simple collier, faisant de son mieux pour égaler la qualité et la créativité des créations de sa mère. Ses doigts lui faisaient mal, mais elle accueillit la douleur, la considérant comme un tremplin vers un avenir meilleur. Au cours de la semaine suivante, Shinaza s'aventura quotidiennement dans les marchés de rue animés. Elle vendait ses articles faits à la main avec un enthousiasme croissant. Les ventes étaient lentes au début, mais le bouche-à-oreille commença à se répandre dans le quartier qu'une jeune fille vendait des bijoux charmants et abordables. Parfois, elle ne vendait qu'une seule pièce par jour. D'autres fois, elle n'en vendait aucune. Mais chaque nuit, elle retournait à la fourgonnette rouillée, travaillant avec diligence à la lueur d'une lampe de poche, déterminée à perfectionner son article. Au milieu de la crasse et de la saleté de la vie de la rue, un nouveau sentiment de but s'épanouit en elle. Elle ne survivait plus seulement, mais construisait aussi quelque chose qui lui était propre. Un après-midi étouffant, Shinaza vendait ses bijoux devant un supermarché très fréquenté. Elle avait fabriqué un simple stand avec une vieille boîte en carton, arrangeant soigneusement ses pièces artisanales sur un morceau de velours. Sa gorge était sèche à force d'appeler les clients, dont beaucoup détournaient le regard mais continuaient leur chemin. Juste au moment où elle s'apprêtait à remballer pour la journée, une voiture élégante s'est arrêtée. Une femme stylée dans une robe fluide en est sortie, ses yeux attirés par l'éclat des pièces de Shinaza. « Puis-je voir ce collier ?» demanda la femme, désignant un pendentif délicat enfilé de perles bleues et dorées. Shinaza le lui tendit, ses mains tremblant légèrement. La femme se présenta comme Madame Salma, propriétaire d'une boutique et sponsor occasionnel de mode. Elle examina le collier, admirant le savoir-faire. « C'est exquis. L'avez-vous fait vous-même ?» Shinaza hocha la tête, une pointe de fierté se glissant dans son attitude autrement timide. Madame Salma sourit chaleureusement. « J'ai un ami qui organise une exposition de mode locale la semaine prochaine. Aimeriez-vous y présenter votre travail ?» Shinaza pouvait à peine parler, la bouche bée. D'une voix hésitante, elle expliqua qu'elle avait à peine assez de ressources pour subvenir à ses besoins, et encore moins pour financer un stand d'exposition. Madame Salma balaya ses inquiétudes d'un geste de la main. « Je couvrirai les frais de votre stand, dit-elle fermement. Vous, concentrez-vous simplement sur la création de beaux bijoux. Voyons où cela peut nous mener. » Cette nuit-là, Shinaza peina à contenir son excitation. Elle raconta la rencontre à la sympathique femme plus âgée qui lui permettait de se laver dans une salle de bain de rechange derrière le supermarché. « Cela pourrait être ta chance », l'encouragea la femme en lui tendant une serviette. Déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité, Shinaza passa les nuits suivantes à créer autant de nouvelles pièces qu'elle le pouvait, s'inspirant des anciens croquis de sa mère. Dans la fourgonnette exiguë, avec une seule lampe de poche vacillante, elle tissait chaque perle avec espoir et ambition. Le jour de l'exposition de mode fut une frénésie de couleurs, de sons et de créativité. Des créateurs de tous les coins de la ville présentaient des vêtements, des accessoires et des chaussures. Shinaza fut submergée par l'ampleur de l'événement,
mais Madame Salma l'aida à installer un modeste stand d'exposition près de l'entrée. Le stand avait une simple bannière, Nazajol, un nom que Shinaza avait inventé sur le champ, combinant son propre nom avec un clin d'œil à l'art de sa mère. Le trafic était constant, et de nombreux passants s'arrêtaient pour admirer les motifs complexes disposés sur des présentoirs recouverts de tissu blanc. Shinaza expliquait l'origine de chaque pièce avec une passion sincère, comment elle combinait les motifs traditionnels de sa mère avec ses propres touches modernes. Tout au long de la journée, elle réalisa suffisamment de ventes pour tripler ses gains hebdomadaires habituels. Mais le véritable tournant se produisit lorsqu'une influenceuse étrangère, une blogueuse de voyage et de style de vie nommée Lyra, tomba sur son stand. Fascinée par l'histoire de Shinaza et l'originalité de son travail de perles, Lyra sortit son téléphone et commença à enregistrer une courte interview pour ses réseaux sociaux. « Parle à mes abonnés de Nazajol », lança Lyra en souriant largement. La nervosité saisit Shinaza, mais elle rassembla le courage de parler. Elle mentionna brièvement comment elle avait commencé à fabriquer des bijoux après avoir perdu ses parents et avoir été forcée de survivre dans la rue. Elle évita de mentionner Emeka par son nom, se concentrant plutôt sur son désir de se construire une vie meilleure grâce à son art. « Ton histoire est incroyable », dit Lyra, donnant à Shinaza une pression de soutien sur l'épaule. Cette nuit-là, alors que Shinaza remballait son stand, elle ressentit un sentiment de triomphe indescriptible. Madame Salma proposa de la raccompagner, mais Shinaza hésita, ne voulant pas révéler où elle vivait. Elle déclina poliment, prétendant avoir un ami à rencontrer à proximité. Une fois seule, elle compta soigneusement ses gains, des larmes de joie se formant dans ses yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi validée. Tôt le lendemain matin, son téléphone a bourdonné de notifications. La vidéo de Lyra était devenue virale, accumulant des milliers de vues et de partages. Les commandes ont commencé à affluer de personnes captivées à la fois par les bijoux et la résilience de Shinaza. En une seule journée, Nazajol a été propulsé sur une scène beaucoup plus grande. Avec une augmentation soudaine de l'intérêt, Shinaza réalisa qu'elle avait besoin d'une approche plus organisée. Elle utilisa une partie de ses gains pour acheter un smartphone d'occasion, ce qui lui permit d'ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux pour Nazajol. Chaque jour, elle postait des photos de nouveaux modèles, accompagnées de courts récits sur son parcours, dormant dans une fourgonnette délabrée, joignant les deux bouts avec de petits boulots, et maintenant construisant une entreprise naissante. Son honnêteté a profondément résonné auprès du public en ligne, et son nombre d'abonnés a explosé en quelques semaines. Elle a également publié des vidéos montrant comment elle assemblait chaque accessoire, étape par étape. Bien que l'éclairage de son atelier de fortune soit faible, les gens étaient captivés par son talent brut et sa ténacité. Les commentaires affluaient. « Tu es une telle inspiration. Continue comme ça, ma fille. Où puis-je acheter tes pièces ?» Reconnaissante et quelque peu dépassée, Shinaza répondait à chaque commentaire du mieux qu'elle pouvait, forgeant un lien personnel avec sa base de fans grandissante. Avec le temps, elle a amélioré son emballage, passant de simples emballages en plastique à de petites pochettes en tissu avec « Nazajol » cousu à la main dessus. Elle a fait appel à des tailleurs locaux, leur payant un salaire équitable pour produire ces pochettes en lot. La synergie a non seulement amélioré l'image de sa marque, mais a également créé une petite onde de retombées économiques dans son quartier. La nouvelle est parvenue à Madame Salma, qui lui a offert une place dans une autre exposition à venir. Désireuse de saisir chaque opportunité, Shinaza a accepté, portée par l'audience numérique en pleine expansion qui promettait de transformer son rêve en quelque chose de plus tangible. Chaque nuit, elle travaillait tard dans l'obscurité, guidée par la lueur de la lampe de poche de son téléphone. Malgré les difficultés, le manque de repos adéquat, le stress constant pour respecter les délais de commande, elle ressentait un sentiment de but qui lui avait autrefois semblé impossible. Le souvenir d'avoir été chassée du manoir de ses parents la piquait encore. Mais maintenant, cela alimentait sa détermination. Elle jura qu'un jour, elle ne dormirait plus dans cette fourgonnette rouillée. Elle aurait une maison qu'elle pourrait vraiment appeler la sienne. Alors que les commandes affluaient, Shinaza se retrouva débordée. Elle avait besoin d'aide, mais était prudente quant à qui faire confiance. Par hasard, elle rencontra deux adolescentes sans abri, Kemi et Bola, qui dormaient près des étals du marché. Elle lui rappelait elle-même, effrayée et désespérée d'un revenu stable. Après une brève conversation, elle sentit qu'elles avaient l'honnêteté et la volonté d'apprendre dont elle avait besoin. Elle leur offrit un modeste salaire pour l'aider à fabriquer et emballer les bijoux. Au début, les filles eurent du mal à maîtriser la technique d'enfilage des perles et de nouage des nœuds.
Mais les instructions patientes de Shinaza les transformèrent progressivement en membres efficaces de l'équipe. Sous sa direction, la fourgonnette exiguë se transforma en un atelier informel. Même si l'espace était limité, elles parvinrent à produire suffisamment de pièces pour satisfaire une liste croissante de clients en ligne et hors ligne. Avec un peu plus d'économie, Shinaza quitta la fourgonnette pour un minuscule magasin loué. L'espace n'était rien de plus qu'une seule pièce avec un sol en carrelage usé et une table bancale, mais il semblait être un palais comparé à sa situation précédente. Elle décora les murs avec les croquis originaux de sa mère et quelques photos personnelles pour inspirer tous ceux qui y travaillaient. Malgré les pressions quotidiennes au courir à la poste pour expédier les commandes, négocier des fournitures de perles moins chères et gérer les nouvelles recrues, Shinaza ressentait une vague de fierté implacable chaque fois qu'elle déverrouillait la porte du magasin le matin. La petite équipe fonctionnait comme une famille. Pendant les pauses déjeuner, elle partageait des histoires, s'offrant un soutien émotionnel mutuel. Kemi et Bola exprimaient souvent leur gratitude pour la seconde chance que Nazajol leur avait donnée. Mais ce n'était pas seulement leur vie qui changeait. Chaque commande honorée était un pas de plus vers le rêve de Shinaza de reconstruire la stabilité qu'elle avait connue autrefois. Un rêve qu'elle craignait, dans les jours les plus sombres, de ne jamais revoir. Quelques mois plus tard, alors que la réputation de la marque continuait de se répandre, Shinaza reçut un appel téléphonique inattendu. L'écran affichait un nom qu'elle pensait ne plus jamais revoir, Yuzo. Son ami d'enfance, qui était parti étudier l'ingénierie, était de retour en ville. Ils se sont donné rendez-vous dans un modeste café non loin de sa boutique. Quand Yuzo est entré, les yeux de Shinaza se sont illuminés. Il avait l'air plus mature mais portait le même sourire aimable dont elle se souvenait. Autour de tasses de thé fumant, Shinaza raconta son parcours depuis leur dernière rencontre. Elle parla de l'accident tragique de ses parents, de l'expulsion brutale, de ses nuits dans la fourgonnette délabrée, et de la façon dont elle avait canalisé son désespoir pour construire Nazajol. Yuzo écouta attentivement, son expression passant du choc à l'admiration. « Je n'en avais aucune idée. » murmura-t-il, visiblement ému. « J'aurais aimé être là pour aider plus tôt. » Lorsque Shinaza lui montra ses pages sur les réseaux sociaux et la modeste boutique qu'elle louait maintenant, les yeux de Yuzo pétillèrent de fierté. « Tu es incroyable, dit-il, sa voix remplie d'un respect sincère. » Alors qu'il parcourait la boutique, discutant de la manière dont elle pourrait automatiser certaines parties de son entreprise, une vieille chaleur familière s'installa entre eux. Quelque chose qui allait au-delà de la simple amitié. Aucun n'osa le nommer à voix haute. Mais tous deux sentirent les débuts d'une connexion plus profonde s'épanouir au milieu des créations perlées qui bordaient les murs. Au cours des semaines suivantes, Yuzo lui rendit visite fréquemment, offrant ses compétences pour optimiser sa boutique en ligne naissante. Ils explorèrent l'idée d'un site web dédié, d'un système de paiement plus rationalisé, et même des moyens d'incorporer des techniques d'ingénierie pour améliorer la durabilité des bijoux. Travaillant côte à côte, ils riaient, échangeaient des regards secrets, et admiraient progressivement qu'un lien plus fort que l'amitié grandissait entre eux. Une fois que Nazajol est devenu suffisamment rentable, Shinaza a commencé à épargner de manière agressive. Elle voulait investir dans quelque chose qui lui garantirait de ne plus jamais être sans abri. Un agent immobilier qu'elle a rencontré lors d'un séminaire local lui a indiqué une petite parcelle de terrain dans un quartier en développement. C'était loin du centre-ville, mais avait un potentiel de valeur future. Le cœur battant, Shinaza a finalisé les formalités administratives, utilisant son propre nom pour la première fois dans une transaction financière majeure. Le terrain était un modeste rectangle, bordé par un seul chemin de terre et un groupe de bananiers. Pourtant, pour Shinaza, il symbolisait l'espoir, la stabilité et un pas en avant triomphal. Elle n'a pas perdu de temps à engager un constructeur local pour dessiner les plans d'un simple bungalow de 2 chambres. Chaque fois qu'elle visitait le site, elle ressentait une vague de gratitude pour les progrès qu'elle avait réalisés depuis ses nuits blotties dans la camionnette. Un après-midi, alors que les fondations étaient en train d'être posées, Yuzo l'a rejointe pour une inspection rapide. Ils ont marché main dans la main sur le terrain accidenté, imaginant le jour où la maison serait terminée. « C'est incroyable », a dit Yuzo en souriant et en donnant un coup de pied dans des cailloux. « Ce n'est que le début », a répondu Shinaza, son ton résolu. Elle pouvait déjà s'imaginer meubler l'intérieur avec ses propres revenus, organiser une petite fête pour son personnel, et peut-être un jour y vivre avec quelqu'un de spécial. Malgré la douleur persistante de la perte de ses parents et la trahison de son oncle, chaque pelletée de terre retirée du terrain lui donnait l'impression de déblayer aussi les décombres de son passé.
Dans un monde qui semblait déterminé à la maintenir à terre, elle se taillait maintenant un coin pour elle-même. Le sentiment de propriété, la connaissance que cette terre était indiscutablement sienne, lui semblait une confirmation glorieuse qu'elle pouvait, et allait, réécrire son propre destin. De retour au manoir autrefois grandiose, la vie d'Emeka partait à volo. Ses investissements douteux et ses transactions commerciales frauduleuses le rattrapaient enfin. La nouvelle administration locale avait lancé une campagne de répression contre les crimes économiques, et le nom d'Emeka était apparu dans plusieurs rapports d'enquête. Des rumeurs se sont répandues dans la ville selon lesquelles les célèbres Emeka Industries n'étaient guère plus qu'une société écran servant à des transactions illégales. Un soir, alors que Shinaza fermait sa boutique, elle a reçu un message d'une ancienne connaissance qui travaillait encore au manoir. Le gouvernement saisit la propriété. Ton oncle est dans de beaux draps. Initialement, Shinaza a ressenti une vague d'émotions mitigées. Une partie d'elle était satisfaite que la justice trouve son chemin. Une autre partie d'elle se rappelait des souvenirs douloureux d'avoir été jetée dans la nuit sans pitié. Les médias ont rapidement confirmé l'histoire. Emeka a été inculpé pour fraude, et tous ses biens, y compris le manoir, ont été gelés. Le grand domaine qui avait été son sanctuaire d'enfance a été mis aux enchères publiques pour recouvrer une partie des dettes. Des vidéos ont circulé montrant des fonctionnaires armés entrant dans les lieux, retirant de force des objets et affichant un avis de saisie sur les portes d'entrée ornées. Pour Shinaza, le plus grand choc n'est pas venu de la chute d'Emeka, mais de la prise de conscience brutale que la maison que ses parents avaient construite était maintenant sur le marché. Elle avait aspiré à la justice, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se produirait d'une manière aussi publique et spectaculaire. Pourtant, elle est restée extérieurement calme, se concentrant sur sa propre croissance et la nouvelle vie qu'elle se construisait, même si une partie d'elle aspirait à voir le manoir restauré à sa juste place dans l'histoire de sa famille. Quelques semaines après que le manoir soit passé sous la garde du gouvernement, une date de vente aux enchères a été annoncée. C'est devenu le sujet de conversation de la ville, car le domaine était considéré comme un joyau parmi les propriétés de luxe. Des curieux, des magnats de l'immobilier et même des investisseurs étrangers ont manifesté leur intérêt. À l'insu de la plupart, un enchérisseur discret avait émergé, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire de confiance, Shinaza. Déterminée à récupérer sa maison d'enfance, elle a mobilisé toutes les ressources disponibles des bénéfices de Nasajol et a contracté un prêt soigneusement structuré. Madame Salma, devenue une chère mentor, a fourni un soutien financier supplémentaire. Par des voies légales, Shinaza a soumis son offre de manière confidentielle, terrifiée à l'idée qu'Emeka ou ses associés pourraient saboter ses tentatives s'ils découvraient son identité. Le jour de la vente aux enchères, la tension était palpable. Les enchères étaient féroces, avec plusieurs parties faisant monter le prix. Shinaza a regardé la retransmission en direct depuis sa boutique, l'estomac noué. Pourtant, dans les derniers instants, le marteau du commissaire-priseur est tombé, déclarant l'offre de son mandataire gagnante. Elle avait reconquis le manoir, l'héritage de ses parents. Pendant quelques secondes, Shinaza n'a pas respiré. Puis elle s'est affaissée sur une chaise, le soulagement se mêlant à l'incrédulité. Elle était maintenant la propriétaire officielle de la maison même dont elle avait été expulsée. La victoire lui semblait surréaliste, comme replongée dans un souvenir, mais cette fois en tenant les rênes de son propre destin. Elle a adressé une prière silencieuse de gratitude à ses parents, espérant qu'ils pouvaient la voir d'où ils étaient. Les procédures légales finalisées, Shinaza s'est arrangée pour visiter le manoir en personne. Elle est arrivée au crépuscule, le ciel peint de teintes roses et orangées. Les portes autrefois impénétrables se sont ouvertes pour elle, un geste qui symbolisait désormais le triomphe plutôt que le rejet. En traversant la cour, les souvenirs l'ont envahie, courant pour saluer son père qui rentrait du travail, aidant sa mère à planter des fleurs le long de l'allée. À l'intérieur, de nombreuses zones étaient tombées en décrépitude en raison de la mauvaise gestion d'Emeka. Pourtant, la grandeur originelle du manoir brillait encore à travers la poussière. Les lustres scintillaient sous les derniers rayons du soleil, et le grand escalier luisait faiblement. Déterminée à le restaurer dans sa gloire d'antan, Shinaza a passé ses doigts sur la rampe, se souvenant des soirs où sa mère descendait en robes élégantes. Maman Ngozi, qui avait appris l'audacieuse manœuvre de Shinaza, l'a accueillie dans le hall, les larmes brillant dans ses yeux. « Tu l'as fait, mon enfant », a-t-elle réussi à dire avant d'envelopper Shinaza dans une étreinte chaleureuse. Elles ont parcouru les pièces, notant ce qui devait être réparé. Bien que d'importantes rénovations soient à prévoir, Shinaza n'était pas découragée.
Ce retour aux sources ne consistait pas seulement à récupérer des briques et du mortier. Il s'agissait d'honorer la vision de ses parents et de créer de nouveaux souvenirs forgés par sa propre résilience. Finalement, elle a atteint son ancienne chambre. Des vestiges de son enfance persistaient dans le papier peint qui se décollait et les meubles éparpillés. Une vague de nostalgie et de gratitude l'a submergée. La maison avait autrefois été son monde entier, et maintenant elle était à nouveau sienne, non par héritage ou charité, mais par son propre travail acharné et sa détermination inébranlable. Dans un retournement de situation d'une ironie cruelle, Emeka et Jadika se sont retrouvés dans une situation désespérée. Leurs comptes bancaires gelés, leurs transactions louches exposées, ils n'avaient nulle part où aller. La rumeur s'est répandue qu'ils étaient sans abri, réduits à mendier un abri auprès d'anciennes connaissances qui ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Finalement, ils ont rassemblé le courage ou le désespoir de retourner au manoir, ignorant que Shinaza en détenait maintenant les clés. Le jour de leur arrivée, Shinaza supervisait une équipe d'ouvriers qui nettoyait et repeignait le hall d'entrée. Elle a jeté un coup d'œil au flux de la caméra de sécurité et a vu deux silhouettes frêles à la porte. Leurs vêtements pendaient sur leur corps, et leurs visages portaient des expressions creuses de défaite. Au début, elle ne les a pas reconnus. Puis elle a réalisé avec un sursaut que c'étaient les personnes mêmes qui l'avaient jetée à la rue. Elle a pris une profonde inspiration, sortant sur l'allée. Les yeux d'Emeka ont vacillé de confusion puis de honte alors qu'il a finalement compris qui avait acheté le manoir. Jadika se tordait les mains. Sa voix tremblante. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester pour un petit moment. Nous avons tout perdu, a-t-elle balbutié. Emeka peinait à parler, sa voix s'étranglant dans sa gorge. S'il te plaît, Shinaza, a-t-il réussi à dire, sa fierté clairement blessée. Shinaza les a observés en silence pendant un moment. Un torrent d'émotions en colère, blessure, pitié a surgi en elle. Elle s'est souvenue de la nuit où elle se tenait à ses portes, les larmes coulant sur son visage alors que les portes se verrouillaient derrière elle. Maintenant, ils étaient là, mendiant la charité la plus élémentaire. Avec un calme mesuré, elle leur a fait signe d'entrer dans la cour. Emeka et Jadika tremblaient de vulnérabilité en suivant Shinaza à l'intérieur. Ils se sont assis sur un banc, les yeux baissés. Le personnel travaillant aux rénovations s'est arrêté, jaugeant la scène étrange. Shinaza est restée calme, bien qu'elle sente son cœur s'emballer. Elle s'est souvenue de l'humiliation, de la peur et des nuits dans la fourgonnette délabrée. Maintenant, elle avait tout à fait le droit de se venger si elle le souhaitait. Mais Shinaza n'était pas ce genre de personne. Au lieu de cela, elle a convoqué deux de ses ouvriers. S'il vous plaît, donnez-leur de la nourriture et des vêtements. A-t-elle dit, son ton inébranlable. Emeka et Jadika ont échangé des regards surpris. Ils s'attendaient à des malédictions, à de l'hostilité, à tout sauf à de la compassion. Après avoir mangé en silence, Shinaza les a conduits à l'entrée principale. Vous pouvez prendre ces provisions, a-t-elle expliqué. Mais ce n'est plus votre maison. C'est la mienne. Je ne vous donnerai pas d'argent, et je ne vous laisserai pas rester ici. Un voisin de passage, entendant l'agitation, a enregistré l'échange sur un smartphone. Dans le clip viral qui a circulé en ligne, on pouvait entendre Shinaza dire « Je ne vous ferai pas de mal, mais je n'effacerai pas non plus le passé. C'est ici que ma pitié s'arrête. » La vidéo a suscité une attention massive, capturant la manière calme avec laquelle elle a traité les personnes qui avaient autrefois brisé sa vie. Beaucoup ont loué sa retenue, la félicitant d'avoir brisé le cycle de la cruauté. Emeka et Jadika ont quitté les lieux, la tête basse, serrant les articles donnés. Shinaza les a regardés partir, sentant un poids se soulever de sa poitrine. Elle avait opté pour la justice plutôt que la vengeance, se prouvant à elle-même et au monde qu'elle était façonnée par la bienveillance de ses parents, et non par l'amertume que son oncle avait essayé de lui inculquer. Au milieu du tourbillon de discussions en ligne sur la confrontation de Shinaza avec son oncle et sa tante, un journaliste s'est intéressé à son histoire. Il a contacté Maman Ngozi, avide de plus de détails sur le parcours de Shinaza. Avec la bénédiction de Shinaza, Maman Ngozi a remis le testament non signé que le chef Ibuka avait l'intention de finaliser. L'enquête du journaliste a confirmé l'authenticité du document, qui stipulait clairement que Shinaza était l'héritière légitime de l'ensemble du patrimoine de sa famille. L'histoire a fait les gros titres. Des articles ont été écrits, et les animateurs de talk show ont disséqué les révélations. Les réseaux sociaux ont bourdonné de soutien pour Shinaza,
la louant pour avoir surmonté des adversités qui en auraient brisé plus d'un. Les commentateurs ont noté l'ironie tragique de la trahison et de la chute d'Emeka, la contrastant avec la persévérance et le triomphe final de Shinaza. Le public était captivé par l'idée que le destin avait trouvé un moyen de corriger une injustice, même si les formalités légales avaient été retardées. Lorsqu'on lui a demandé une déclaration, Shinaza a choisi ces mots avec soin. Ce testament valide ce que mes parents ont toujours voulu pour moi, mais il n'efface pas les épreuves que j'ai traversées. Cependant, cela m'apporte la paix de savoir que leurs intentions sont maintenant reconnues. Elle a parlé franchement de son parcours, soulignant que l'amour de ses parents et la détermination qu'ils lui avaient inculqués étaient les véritables héritages. À travers les larmes et le courage, elle avait accompli la promesse de leur héritage, construisant une vie de résilience et de compassion. Portée par l'attention médiatique positive, Shinaza a également saisi l'occasion de mettre en lumière le sort des jeunes sans-abri de la ville, expliquant comment ses propres expériences ont façonné son désir de les aider. La conférence de presse s'est terminée sous des applaudissements retentissants, alors qu'elle brandissait le testament qui n'aurait peut-être jamais vu le jour sans la loyauté indéfectible de maman Ngozi et un coup du destin. Dans les mois qui suivirent, Shinaza transforma des parties du manoir en bien plus que de simples quartiers d'habitation. Elle dédia plusieurs pièces à sa nouvelle fondation, judicieusement nommée « De la fourgonnette à la victoire ». L'initiative visait à fournir un abri, une formation professionnelle et un mentorat aux adolescentes sans abri, une manière d'offrir la seconde chance dont Shinaza avait autrefois désespérément besoin. Les dons affluèrent, stimulés par l'histoire virale de son ascension, passant de dormir dans une fourgonnette délabrée à posséder le manoir même d'où elle avait été chassée. Des bénévoles se sont inscrits pour donner des cours sur tout, de l'alphabétisation de base à l'artisanat. Kemi et Bola, devenus des artisanes qualifiées sous l'égide de Nasajol, proposaient des ateliers sur la fabrication de perles et l'entrepreneuriat à petite échelle. Pendant ce temps, une équipe de production a contacté Shinaza, lui proposant une série documentaire. Intitulée « De la fourgonnette à la victoire », elle relaterait l'histoire de sa vie, culminant le jour où elle a récupéré le manoir. Bien qu'initialement hésitante à se livrer si publiquement, Shinaza a reconnu l'impact potentiel du partage de son parcours. Elle espérait que cela susciterait des discussions significatives sur la résilience, l'intégrité et le pouvoir de la gentillesse face à la cruauté. Un après-midi ensoleillé, des équipes de tournage sont arrivées pour filmer des segments de sa vie quotidienne. Ils ont capturé des images d'elle organisant des expéditions à la boutique Nasajol, supervisant les activités de la fondation au manoir, et même visitant la vieille fourgonnette délabrée qui avait été son seul refuge. Debout devant cette relique rouillée, Shinaza a ressenti une vague de gratitude pour le chemin parcouru. La douleur cuisante de son passé s'était transformée en une détermination résolue, alimentant son ambition de ne laisser aucune fille derrière elle si elle pouvait l'aider. Alors que le documentaire touchait à sa fin, la vie de Shinaza était pleine de nouveaux départs. La rénovation du manoir était entièrement terminée, restaurée dans la grande beauté que ses parents avaient autrefois cultivée. La lumière du soleil dansait sur les sols en marbre poli, et l'arôme de fleurs fraîches accueillait les visiteurs à chaque tournant. Les couloirs n'étaient plus hantés par les souvenirs d'expulsion et de trahison. Au lieu de cela, ils étaient remplis des rires de jeunes filles prises en charge par la fondation, chacune apprenant un métier, recevant une éducation ou trouvant simplement un endroit sur où dormir. Yuzo était devenu une présence constante dans la vie de Shinaza, soutenant ses entreprises tout en poursuivant une carrière prometteuse en ingénierie. Un soir, après une longue journée de coordination des activités de Nasajol et de la fondation, Yuzo a invité Shinaza à se promener dans le jardin du manoir, autrefois méticuleusement entretenu par sa mère, maintenant restauré dans son éclat d'antan. Sous une arche fleurie, il s'est arrêté. Le cœur battant, il l'a regardé dans les yeux et s'est agenouillé. « Je t'aime depuis que nous sommes enfants, et te voir surmonter chaque obstacle n'a fait qu'approfondir mon admiration. Veux-tu m'épouser ?» Le souffle de Shinaza s'est coupé. Submergée par la joie, elle a réussi un « oui », larmoyant, sa voix tremblant d'excitation. Dans les jours qui suivirent, les messages de félicitations affluèrent de toutes parts. L'idée que Shinaza, autrefois une adolescente sans abri, possédait maintenant le manoir et était sur le point de fonder une famille avec son ami d'enfance, a frappé beaucoup de gens comme la justification ultime de l'espoir. Elle s'arrêtait parfois pour se demander si ses parents la regardaient, fiers de la façon dont elle avait maintenu leurs valeurs de gentillesse, de ténacité et de générosité. Malgré tous les rebondissements, elle avait en effet écrit une nouvelle histoire. Une histoire définie non par la cruauté de son oncle mais par son propre esprit indomptable.
Debout sur le balcon du manoir au coucher du soleil, Shinaza réfléchissait à son parcours tumultueux. Dans ses mains, elle tenait le vieux carnet de croquis de sa mère, symbole de créativité et de persévérance. L'horizon s'étendait devant elle, débordant de possibilités. Alors que les derniers rayons du jour caressaient son visage, elle ferma les yeux, offrant une prière silencieuse de gratitude. Elle était parvenue à une vie bien plus riche que celle qu'elle avait perdue, une vie bâtie sur un but, la compassion et un triomphe qu'elle s'était forgé elle-même. La preuve que toute épreuve pouvait devenir la graine d'un avenir glorieux. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.